Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Voyage Voyage, le podcast de la STIB. La STIB, c'est la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Nos bus, nos trams et nos métros vous transportent chaque jour au sein de la capitale européenne et de sa région. Dans ce podcast, nous répondons aux questions posées par nos voyageurs. Et justement, aujourd'hui, nous sommes allés sur le réseau et vous nous avez posé cette question. Je suis cycliste depuis quelques années et je me demande comment je dois faire quand je croise un bus ou un tram sur mon trajet. À quoi je dois faire attention? Essayons d'y répondre avec un spécialiste. Gaëtan, aujourd'hui, quelle place occupe le vélo dans la mobilité à Bruxelles et surtout comment cela impacte-t-il la cohabitation avec les transports publics? Bah, la réalité, c'est que Bruxelles n'échappe pas à l'évolution qui est généralement observée ailleurs, hein. La place du vélo prend de plus en plus d'importance et de place, et c'est probablement une très bonne chose. Mais la bonne cohabitation entre les usagers à vélo Vous écoutez au micro Gaëtan Deckers, il est Risk and Safety Manager à la STIB. et le transport en commun, le transport public d'une manière générale, est fondamentale et permanente. Et c'est une réalité avec laquelle il faut vivre et évoluer. Et justement, quand tu parles d'évolution, il y a des situations qui sont de plus en plus sensibles entre les cyclistes et les véhicules de la STIB. Est-ce que tu peux me donner des exemples qui sont significatifs? Oui, alors, les bus et les trams sont évidemment des véhicules de gros gabarit, hein, ça j'imagine que je n'apprends rien à personne. En revanche, ce qui est moins connu et qui est qui est plus compliqué à réaliser, ce sont justement les contraintes et les difficultés qui sont liées à ces gabarits. Les distances de freinage sont plus longues, que ce soit pour un bus ou pour un tram. Le fait qu'un tram ne peut pas changer de direction, il ne peut faire que freiner. Les manœuvres demandent plus d'espace et de temps. Ce n'est pas c'est pas toujours simple en fait pour un conducteur de tram ou un chauffeur de bus d'anticiper les intentions d'un cycliste. C'est vraiment pas simple. Par contre, pour un cycliste, les rails de tram représentent un vrai danger, hein. Donc si on veut les traverser, si on veut les franchir, il faut les prendre le plus perpendiculairement possible. Je confirme. Je confirme. Bah oui, je crois qu'on est en tant que cycliste, on aurait tous chuté au moins une fois. Et donc, il y a aussi les fameux angles morts. Mais plutôt que de parler d'angles morts, moi, je préfère toujours parler des zones de danger. Parce que les angles morts sont une partie des zones de danger, mais pas que. Alors, les angles morts, c'est la zone que le chauffeur ne voit pas, ni en direct, ni dans ses rétroviseurs. Et il y a aussi le porte-à-faux. Donc, le porte-à-faux, pour faire simple, c'est la partie arrière du bus qui est la plus dangereuse. Donc, on va parler de ce porte-à-faux-là. Quand le bus tourne, la partie arrière, donc qui se situe derrière les roues arrière, se déporte à l'inverse du virage, donc dans l'autre sens que le virage. Il y a aussi l'empattement. L'empattement, c'est la partie du bus qui se situe entre les roues avant et les roues arrière. Et quand un bus tourne, il ne se déforme pas, hein. Ça se saurait, ce serait facile, mais ça ne se fait pas comme ça. Et donc cette partie va se rapprocher du trottoir. Voilà. C'est inévitable, mais c'est pas forcément intuitif. Voilà. Alors, quand un bus doit faire son arrêt, c'est aussi une des difficultés, une partie sensible lors de l'évolution d'un transport en commun, d'un bus notamment, c'est que, il doit se rapprocher de la bordure. Donc il ne faut pas aller entre la bordure et le bus. En quittant son arrêt, le bus doit se réinsérer dans la circulation. C'est une phase critique pour le chauffeur parce qu'il doit avoir des yeux absolument partout. Ils doivent surveiller, la réinsertion avec le trafic, les passagers, les voyageurs, les porte-à-faux, et cetera, et cetera. Ce qu'il y a de fou aussi, et je parle en tant que cycliste, c'est que quand tu croises un bus et quand tu vois cet autocollant avec tous les angles morts, tu te dis: «Mais que voit en fait le chauffeur de bus par rapport à un cycliste?» Voilà, alors ça, typiquement, l'autocollant ne représente pas les angles morts, il représente aussi les angles morts, mais il représente toutes ces zones de danger. En général, on sait souvent qu'elles existent, mais personne ne sait les situer et ni en évaluer la largeur. Donc on ne sait pas vraiment les situer et enfin, on sait peut-être les situer, mais on ne sait pas du tout, quelle place ça prend, en surface. Donc ton conseil, c'est quand il y a un bus, prudence, prudence, prudence? Exactement. Le réflexe le plus évident, c'est de garder ses distances évidemment par rapport au tram ou au bus. Il existe plein de zones de danger comme je les ai citées. Le mieux c'est de pas y aller. Par exemple, il ne faut pas se faufiler, à droite d'un bus, qui est en train de tourner à droite. Longer un bus qui va quitter son arrêt,
bah, c'est pas une bonne idée. Il doit déjà faire attention à beaucoup de choses. Si on peut lui éviter de faire, de faire attention en plus à ça, bah, c'est toujours tout bénéfice. Ce sont des moyens simples, mais enfin, pour éviter une collision et des situations dangereuses, mais c'est relativement, facile à faire. Imaginons, je suis cycliste et je fais une manœuvre extrêmement dangereuse en, dépassant un bus ou un tram, par exemple. Quelles sont les conséquences pour le chauffeur, le conducteur de la STIB? Ouais, s'il y a un risque de collision, que ce soit un chauffeur de bus ou un conducteur de tram, il va probablement faire un freinage d'urgence pour éviter la collision avec toi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va probablement éviter la collision avec toi. Mais, lors de son freinage d'urgence, il y a des passagers derrière qui n'ont pas été prévenus qu'il allait faire un freinage et qui vont probablement chuter et souvent ça a des conséquences enfin ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Il y a certaines chutes qui sont quand même assez graves. Est-ce que toi, en tant que, cycliste et également, spécialiste en transport, public, est-ce que tu vois une amélioration, maintenant du comportement à la fois, des conducteurs de la STIB, des chauffeurs de la STIB et des cyclistes? Ou est-ce qu'il y a encore un long chemin encore à parcourir pour arriver à une «cohabitation» entre guillemets la plus safe possible? Alors il y a plusieurs choses qui ont été faites et il faut vraiment distinguer 2 volets, mais qui doivent être systématiquement pris ensemble, mais il faut vraiment distinguer 2 volets. Il y a le volet, évidemment du chauffeur par rapport au cycliste. Donc ça, ben, on a un petit peu, développé des actions, par rapport aux chauffeurs pour leur faire, prendre conscience que, bah, les cyclistes ont aussi leur réalité et que c'est pas toujours simple pour eux. On a notamment créé un atelier, qui se donne pour tout, candidat chauffeur, donc pour t lors de la formation, c'est donné systématiquement. Les candidats chauffeurs se trouvent sur un vélo et on frôle les chauffeurs avec un bus pour leur montrer ce que ça fait d'être frôlé par un bus. C'est une situation très insécurisante et très dangereuse. Et ça, c'est récent ça, cette mise en place? Ça fait à peu près, oui, 2 ans que 2 c'est ans. mis en place et dans la formation de base, tous les chauffeurs qui sont passés depuis 2 ans ont eu cette Et expérience. les anciens chauffeurs aussi doivent le faire cette initiation-là? Alors idéalement oui, mais pour des contraintes, organisationnelles, c'est pas évident à organiser. Ouais. Mais il y a une conscientisation Il y a quand une même. il y a une conscientisation, donc dans les formations et dans les recyclages et cetera, on parle, vraiment beaucoup de la place du cycliste et du respect par rapport aux cyclistes et là, on sensibilise vraiment fort les chauffeurs Donc par rapport donc à ça. maintenant on parle plutôt d'une cohabitation quoi, réelle quoi, il y a plus ce côté, bus vs contre le cyclisme, on essaye un minimum Exact. tout le monde quoi, parce que Exactement. On parle plus d'une cohabitation parce que, en plus du volet, de sensibilisation du chauffeur lui-même, je parlais d'un deuxième volet qui est le cycliste lui-même. Voilà, donc il faut vraiment sensibiliser les cyclistes au fait qu'il y a des zones de danger, dont les angles morts, l'empattement, le porte-à-faux, de ne pas longer le bus et cetera. Il y a des zones de danger et on a mis en place une sensibilisation qu'on a déjà été donnée, plusieurs fois avec enfin, ça a récolté beaucoup de succès. Lors de la journée sans voiture, par exemple. On l'a fait plusieurs fois déjà. et j'imagine que la STIB maintenant a des liens beaucoup plus étroits avec des associations pro vélo par exemple ou à vélo, ce genre de choses? Tout à fait. Les associations cyclistes, on a beaucoup collaboré avec les 3 associations cyclistes. On a fait un module de formation avec, ProVélo, qui est donné, vraiment, de manière, très positive et très constructive. On a vraiment de bonnes relations avec les associations cyclistes. Heu et en fait, c'est les communications et toutes ces interactions positives qu'on a avec les associations vélo font que la cohabitation et toutes les idées reçues, s'estompent petit à petit. Il y a encore du chemin à faire, c'est clair, mais ça s'estompe petit à petit et ça montre que cette cohabitation est possible. Oui, il y a de part et d'autre des idées reçues qui sont très stigmatisantes. J'allais dire: «Il y avait», parce qu'on Ah ouais. l'entend de moins en moins. Enfin, en tout cas, on essaye de travailler pour que Ouais, ça se ouais. passe de moins en moins. Il y avait des phrases très stigmatisantes du style: «Les cyclistes ceci, les chauffeurs cela, les conducteurs cela» et en fait, ne respectent pas le code de la route, font n'importe quoi. Tout ça, c'est pas très constructif et donc tout ce qu'on a mis en place avec les associations cyclistes, c'est justement pour estomper, ces stigmatisations et d'essayer vraiment de cohabiter en essayant de se mettre à la place de l'autre, de faire en sorte que l'autre comprenne les réalités de l'autre. Et avec ça, ben, on peut essayer de se comprendre. Parler, par exemple, communiquer sans parler, c'est pas évident, mais faire un petit signe, un petit merci, un petit bonjour, ça mange pas de pain et c'est super efficace, en fait, comme communication. Mmh. On peut se laisser passer.
On peut attendre un petit peu. Et je dis toujours, c'est pas parce qu'on a le droit que c'est courtois. On peut attendre. On peut attendre que l'autre passe. On peut se mettre sur le côté. On n'est pas obligé de frôler l'autre. Voilà, c'est pas parce qu'on a le droit que c'est courtois. Mais la courtoisie reste importante, quoi qu'il arrive, dans les 2 cas. Elle est fondamentale et elle doit être, comme tu l'as dit, dans les 2 cas, dans les 2 directions. Sinon ça ne marchera pas. Merci Gaëtan pour ces informations. Et voilà, vous en savez plus sur la STIB désormais. Vous avez écouté Voyage Voyage, un podcast de la STIB. Nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres infos liées à la STIB. D'ici là, n'oubliez pas de voyager avec les transports publics. De valider, bien sûr, et d'apprécier de bouger en bus, en tram ou en métro dans le tout Bruxelles. Allez, salut!